C'est bon. Donc, je commence par la Villa Tahan, à Kfour. Bon, ça c'est le contexte existant. Donc, c'est un contexte rocheux avec une pente assez forte et qui donne une vue vers la baie de Jounier. Donc, l'intention dans ce projet, c'était de profiter au maximum du panorama spectaculaire vers la baie de Jounier à travers une série de plateformes posées sur la topographie existante et abritant l'espace public, ainsi qu'un volume massif que vous voyez en haut qui flotte dans le paysage et abrite les espaces de vie privée. Donc, vous voyez ici, au bas de l'écran, que c'est un site rocheux et on a placé des plateformes entre la masse rocheuse en haut et entre les rochers. Donc, ces plateformes sont simplement posées sur la topographie existante, sans bouger la topographie. On n'a ni creusé ni ajouté. Donc, ils sont posés simplement, tels quels. Et voici la masse rocheuse qui flotte en haut. Donc, ça, c'est la texture de stone existante sur le site. Ce qu'on a fait, c'est cette masse qui flotte, on l'a revêtue de panneaux de pierre coulissants et qui font écho à la texture des rochers existants. Donc, vous voyez la fissuration dans la matière, la fissuration entre les rochers ici, et ces panneaux qui coulissent totalement et qui s'ouvrent. On va les voir plus tard dans le volume qui flotte. Et ça fait passer en même temps la lumière durant la journée. Donc, la lumière passe à travers ces cracks, ces fissurations. Et durant la nuit, c'est le contraire. Donc, la lumière sort de l'habitation vers l'extérieur. On va voir ça plus tard. Bon, voilà. Ce volume de pierre qui devient prismatique est surmonté d'une toiture rouge en haut est lu comme une transformation de la maison traditionnelle libanaise et préserve tous les éléments fondamentaux, en fait, et en même temps s'ouvrir radicalement vers la vue. Donc, on a pris comme référence l'architecture traditionnelle libanaise. Vous savez que par la loi, on est censé mettre 70% de la pierre sur les façades et on est censé aussi mettre de la toiture inclinée en haut. Donc, et ça, c'est pris de l'architecture traditionnelle. Mais c'est très mal exécuté. On doit changer la loi ici parce que dorénavant, l'architecture traditionnelle libanaise, elle était faite de l'architecture en pierre lourde, massive et porteuse. Et puis, du coup, on est en train aujourd'hui de faire un revêtement de pierre. Donc, ça devient de la décoration. Ça n'a plus de sens. Donc, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de prendre cette dentelle de pierre et de la mettre sur cet objet qui flotte en haut. Et cette dentelle, comme j'ai déjà dit, elle forme des fissurations et des cracks entre une pierre et l'autre. Et ça fait rentrer la lumière, on verra ça plus tard. Et la brique en haut, on l'a transformée en une chambre. Donc, c'est des lamelles de briques. C'est plus la tuile qui existait déjà dans l'architecture traditionnelle. Donc, c'est des lamelles de tuiles, de terracotta. Voilà. Donc, en bas, on voit la formation rocheuse. Et sur la formation rocheuse, donc entre la masse et cette formation, il y a les c'est la partie polyvalente, c'est la partie qui s'ouvre vers la vue. C'est la partie qui réside le salon, la salle à manger et la cuisine. Par contre, la partie en haut, qui est fermée et qui s'ouvre totalement quand on coulisse les panneaux, c'est la partie nuit. Voilà, on commence à coulisser les panneaux ici. Donc, on peut les coulisser d'une façon très simple et c'est pas lourd du tout. On a fait un mécanisme aussi très simple pour faire ça. Donc, comme j'ai déjà dit, durant la journée, la lumière passe à travers ces fissurations. Donc, elle rentre et elle donne toute cette texture à l'intérieur de la maison. On voit ici un vide aussi dans la maison, aussi réminiscent de l'architecture traditionnelle, la cour centrale. Et ça fait toute la ventilation à l'intérieur de la maison. Et on a planté un arbre en plus. Et la lumière vient aussi de la cinquième façade en haut. Par contre, la nuit, la lumière jaillit de l'intérieur de cette boîte, à travers aussi ces fissurations. Donc ça, si on peut dire, ça contredit un peu le côté lourd et massif de l'architecture traditionnelle libanaise, dont la pierre était censée être porteuse. Là, la pierre, elle est très légère, elle flotte, elle fait passer la lumière, elle est plus ou moins transparente.
c'est ça, c'est la transformation qu'on a joué sur, donc la transformation de l'architecture traditionnelle vers une architecture plutôt contemporaine. Voilà, on voit ici le talus derrière. C'est l'arrière de la maison ici. Donc, on vous montre juste qu'on on a fait aucun mur de soutènement. On n'a rien creusé. C'est la nature qui tombe telle qu'elle. On voit l'extension vers la mer à travers le salon. Bien sûr, tous les baies vitrées, ils s'ouvrent totalement et ils font passer le courant d'air à l'intérieur de la maison. On voit le contraste un peu avec la masse qui porte, la masse porteuse qui est en grise dans ce cas, et la masse flottante qui est en texture jaune, les panneaux. Une autre vue, donc entre les deux rochers grises, noirs, qui sont porteuses, la même dalle flotte. Voilà. Je passe à un autre projet qui est le Banque du Liban, BDL. Donc voilà, je montre un peu ce qui est existant ici. Donc, c'est Ador et Juilliard qui ont fait cette architecture de la BDL et que j'aime très bien. Donc, ça donne ce côté institutionnel du projet par cette trame qui est très forte, et qui est existante. Voilà, ils ont dû acheter un autre immeuble qui est résidentiel et qui n'est pas fini. Et ils ont décidé de le transformer pour abriter les bureaux de la nouvelle autorité des marchés financiers. Donc, le problème dans ce projet, c'était le côté structurel. Donc, le bâtiment était non conforme aux nouvelles lois de sécurité structurelle et sismique. On va voir ce que c'était la solution qu'on a fait. Donc, je montre un peu le plan ici. Puisque c'était pas sismique et il y avait un problème structurel, la première intention, c'était de casser tout le corps central, de l'enlever et de faire un corps qui est plus fort, qui est plus large et qui nécessite 1 mètre de largeur de mur de béton. Le problème dans ça, c'est que tout l'espace ici, l'espace bureautique, il va rétrécir, il devient beaucoup plus petit que ça et c'est plus fonctionnel à leur avis. Donc, ça, c'était à passer. Alors, ce qu'on a proposé ici, c'est cette structure métallique qu'on voit devant. Donc, c'est la façade qui va donner en même temps cette structure de renforcement antisismique et en même temps, ça va donner une expression architecturale du projet ou ces modules de structure en acier, on va voir ça plus tard. Donc, ça va rappeler l'identité institutionnelle classique du BDL. Donc, ce qu'on a fait, c'est cette chemise, cette rayée métallique verticale sur la façade, ici, et une autre sur la façade arrière, là. Et en plus, on a fait cet escalier de secours. Tous ces éléments, ils vont être porteurs, ils vont être un système de renforcement antisismique. Et en plus, on ne pouvait pas élargir ce corps central parce que la rampe, dans ce cas, ne passe plus. Alors, on a fait tomber ça. Donc, je vous montre ici la finalité du projet. On voit le côté esthétique et structurel en même temps, et cette trame qui rappelle un peu la banque ancienne qui existait déjà. On voit un peu le contraste avec l'existant, la couleur noire qui fait effacer plus ou moins l'immeuble et qui fait jaillir sa transparence. L'isolation phonique qui se fait aussi à travers cette trame. Donc, puisque c'est une treillis métallique, il y a des vides entre les métals. On a pu poser des pots de fleurs. Donc, ça va être caché par de la verdure plus tard et ça forme une sorte d'isolation phonique avec la rue. Voilà l'immeuble dans son environnement. Donc, on voit un peu de contraste, mais ça tombe bien. Donc, c'est encastré entre les immeubles existants. De derrière, voilà, avec l'escalier de secours et toujours la végétation et les plantes. Aussi une autre vue de derrière. Bon, je passe à un autre projet résidentiel dans ce cas. C'est El Khalil Beach House. J'espère que vous le connaissez. Donc, dans ce cas, ça, c'est la rue maritime et la mer en face. Donc, la solution ou bien
la contrainte ici, comment relier, comment faire passer les gens de cette ruelle maritime vers la mer à travers la maison. On voit un peu la texture existante sur la côte là-bas. On va utiliser ça plus tard dans le revêtement de la façade. On va voir ça plus tard. Donc, la grande contrainte ici, il voulait faire 12 chambres à coucher. En fait, 12 master bedrooms. Et c'était impossible de mettre les 12 master bedrooms sur la mer, de donner une vue sur la mer, parce que la parcelle, elle est un peu étroite. Donc, il y a une partie de ces chambres qui va donner vers la mer et l'autre partie va donner vers l'arrière, vers le bac. Donc, ça, c'était refusé par nous. Ce qu'on a proposé plus tard, c'est une sorte de cour centrale. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est revisiter la maison traditionnelle à cour centrale avec toutes les chambres qui entourent cette cour ouverte et la fontaine d'eau au milieu. On va laisser ça plus tard comment on a transformé ça. Donc, cet axe ici, cette entrée, cette cour entre les deux, ça va être l'accès du projet de la route, à partir de la route, vers la mer. On va voir ça plus tard. Donc, le concept est réalisé par une division des volumes en deux mouvements horizontaux, un volume là, un autre ici, et qui s'ouvre vers la Méditerranée et donne un cadre de vue sur la mer à tous les espaces de la maison. Même les espaces qui sont derrière, ils ont à voir une partie de la mer. Alors, ce vide entre les deux volumes devient le poumon du projet. Donc, tout le projet respire à travers ce vide. Il y a des plateformes au milieu et des plans d'eau qui descendent en cascade du niveau de l'entrée, ici, vers la mer en bas, à travers le pont. Le pont va être ici, on va le voir aussi, à travers ce pont qui abrite la réception, en fait. Et ce pont, il s'ouvre, il se ferme. Donc, voilà le plan masse. Ce qu'ils ont fait ici, c'est le parking. Donc, ils ont acheté cette parcelle, ils l'ont ajouté au projet pour faire une douzaine de parkings là. Et l'accès se fait à travers cette cascade de plateformes et d'escaliers et de plans d'eau vers la mer en bas. Le pont dont j'ai parlé, c'est celui-là ici, au centre, qui peut s'ouvrir et se fermer, qui devient en même temps un espace extérieur, un espace intérieur. Donc, voilà. En termes de fonction, la partie basement, en bas, c'est le public level, tout ce qui est réception, gym et kitchenette. Et les deux étages en haut, c'est pour les private level, donc bedrooms et family livings en haut. Excusez-moi. Bon, on passe à la coupe ici. Dans cette coupe, on voit cette cascade qui passe de la route vers la mer à travers la maison. Là, au centre, c'est la reception area qui s'ouvre et qui se ferme. Et sur cette reception area, il y a un toit terrasse qui va relier les deux volumes. Et on commence à voir un peu le langage architectural des dalles. Pourquoi on a fait ça? En fait, c'est une sorte de glissement entre les dalles. On l'a fait pour donner la lumière et un cadre de la mer pour toutes les chambres, même les chambres qui sont en bas. Donc, on coulisse ou bien quand on glisse une dalle, ça prend un morceau de la mer, ça prend un cadre de la mer. On va voir ça. Bon, les plans, ça c'est au niveau ground floor. Donc, il y a deux étages comme celui-là, des étages de chambre à coucher qui sont reliés par cette terrasse. On voit ici la cascade des plateformes qui descendent et qui passent vers la mer. Chaque aile, elle a son propre corps, son propre escalier et ascenseur, et son propre séjour aussi, et la terrasse qui est là. Donc, ils se réunissent ici, sur cette terrasse, à l'extérieur. Vous voyez ici, ce que j'ai parlé avant, c'est cette stratification et ce mouvement dans les dalles qui peut donner à chaque chambre, même la chambre qui est derrière, ça peut donner une baie vitrée ou bien une ouverture vers la mer à travers la cour. Donc regardez cette chambre derrière, c'est la dernière chambre, elle a ce coin vitré ici qui s'ouvre totalement vers la mer. Même celle-là. Même les salles de bain, chaque salle de bain, elle a aussi une petite ouverture qui donne vers la mer. Le basement floor, donc ce qu'on voit en bas, c'est toute la zone réception, ici.
Ça, c'est la zone intermédiaire. Donc, comme on vient de dire, toute cette cascade, la passerelle, et la cascade et l'eau qui descendent, ils passent à travers cette zone. Et c'est cette zone qui s'ouvre et se ferme totalement. Donc, si elle est ouverte, tous les baies vitrées, ils se cachent derrière les murs de l'escalier, ici et là. Et s'ils sont ouverts, voilà, ça devient un espace extérieur, comme toute cette esplanade devient extérieure. Bon, voilà l'architecture et le langage architectural. Donc, ce langage architectural de la maison s'inspire de la stratification rocheuse qui existe sur le rivage. Ce langage articule une série de plans horizontaux superposés abritant les différentes fonctions. Donc, là, on voit les cascades d'eau en bleu, en carrelage bleu, et ça devient de l'accès qui descend entre les deux bâtiments pour arriver à la mer en bas. Voilà la nuit, la lumière jaillit entre les dalles, donc dans les joints creux, entre les dalles. Et c'est l'eau qui nous mène vers l'espace mer en bas, la cascade. Voilà, ici, on voit la cour centrale. Et en fait, comme je viens de dire, ça devient le poumon du projet. Ça veut dire toute la zone de respiration, tout le cross-ventilation, toute la lumière vient à travers ce poumon-là. Et puis, ce langage architectural qui a fait glisser ces dalles, le but, c'était aussi de faire un ombrage, de créer un ombrage sur cette cour et de rafraîchir la ventilation, etc., en fonction de l'eau aussi. Donc, tous les éléments qui viennent de l'architecture traditionnelle de la cour centrale, on les a placés ici, mais on les a transformés suivant une architecture contemporaine. On voit derrière la chambre, regardez les chambres derrière. Donc, ce glissement, il a permis à chaque chambre de prendre vue vers la mer. Voilà. Ça, c'est la zone ici, la zone réception en bas, dont je viens de parler. Donc, tous ces panneaux, à un certain moment, ils glissent et ils disparaissent. Et puis, l'espace réception devient en même temps un espace extérieur. On voit aussi la promenade architecturale qui se passe à travers ces dalles. On voit les escaliers qui montent même au toit. On va utiliser le toit comme étant un espace aussi pour eux. Voilà, les baies vitrées ici sont totalement ouverts. On est au niveau de la réception ici. On voit la cascade qui descend, les escaliers et les plans d'eau qui descendent. Et la végétation aussi. La master bedroom avec les escaliers qui montent au toit et la cour centrale. Donc, vous voyez la matière, j'ai présenté le premier slide, c'était la texture qui existait là-bas, la texture à côté de la mer, donc les graviers et les rochers. Donc, vous voyez ici la résine qu'on a utilisée, c'est aussi mélangé avec ces petites pierres, vous voyez. Donc, aussi, ça rappelle un peu ce côté. Voilà. Je passe à un autre projet en exécution maintenant, c'est pas fini encore, bientôt. Voilà, c'est à Beit Mesk. Il y a des lois existantes à Beit Mesk. Vous voyez ici la route en haut, il y a une autre route en bas, et il y a un niveau de référence ici, 2 étages plus bas que la route. La route existante, là, c'est l'accès à la maison. Et ce niveau de référence, il est fixe. On ne peut pas le changer. Donc, on doit travailler en fonction de ça. Et la maison est censée être formée de 3 étages, le basement, le premier niveau et le deuxième niveau. Donc, la grande question ici, c'était comment articuler ou bien comment relier cette route à ce niveau, au niveau de référence qui est plus bas, 2 étages plus bas. Comment relier, comment descendre de bas en haut sans passer par la maison. Parce qu'il voulait inviter ses amis ici sans passer par la maison. Donc, on va voir la solution qu'on a pu faire. Ça, c'est une partie, ça, c'est le niveau basement. On commence à voir cette promenade architecturale qui commence du niveau bas de cette plateforme et qui monte. Voilà, ça commence à monter ici, à l'extérieur. Donc, les balcons, en fait, de la maison sont transformés en un passage, en une promenade architecturale.
On voit ici à ce niveau les chambres, je vais expliquer ça plus tard, mais ici, ça c'est les chambres, la zone à coucher. Ça c'est le salon qui va être plus tard à double hauteur, et ça c'est la zone de service ici. Donc, cette promenade continue. Voilà, ça monte toujours pour arriver au niveau de la route supérieure. Donc voilà, et en même temps, ça peut continuer vers le toit de la maison. Donc en gros, l'idée est simple ici, c'est comment connecter la route à l'étage, au niveau de référence en bas, où il y a la piscine, comment la connecter à travers la maison, comment transformer ces balcons et ces terrasses de la maison en étant une partie aussi de cette promenade architecturale, et comment toutes les chambres et toutes les fonctions, les cuisines, etc., s'ouvrent sur cette esplanade. C'est ça le but dans ce projet. Donc, c'est une promenade qui tisse tout le projet du niveau bas vers le toit de la maison. Donc, voilà, avec les matériaux, ce que ça donne. C'est des photos de 3D. On est en train d'exécuter ça maintenant, donc ça doit être terminé dans quelques mois. Voilà la promenade ici. Donc, la matière qu'on a utilisée, donc tout ce qui est dalle, tout ce qui est architectural, c'est de la résine. En fait, c'est de white engineering stone, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Par contre, tout ce qui est remplissage, qui donne texture aux fonctions, c'est de la résine en bois. Donc, l'étage en haut à droite, c'est la master bedroom, tout ça. L'étage en bas à droite aussi en bois, c'est les chambres à coucher. L'espace qui est à gauche, en haut, c'est le parking. En bas, c'est la cuisine. Et entre les deux, comme étant la faille, le gap à double hauteur, c'est le salon et c'est la réception du projet. On voit comment la promenade se transforme en balcon parfois, sur une terrasse, une autre fois sur des escaliers qui montent aussi et qui descendent, des rampes. L'espace qui est en bas, qui est planté, dont la façade elle est plantée, c'est un espace aussi pour eux. C'est un espace de jeu, un espace salon, séjour, donc c'est juste pour eux. On voit l'espace intérieur ici, comment le bois il tourne et rentre à la maison, donc il n'y a pas d'autres matériaux. C'est la couleur blanche de la engineering stone et c'est la couleur bois aussi de la résine. C'est tout ce qu'on voit comme matériaux dans la maison, il n'y a pas d'autre. Bien sûr, avec tout ce qui est métallique et vitres transparentes. On voit aussi la promenade architecturale qui continue à l'intérieur de la maison, à travers cet escalier et ces ponts qui relient les différentes fonctions. Voilà, c'est tout pour celui-là. Je passe à un autre projet. C'est une résidence qu'on est en train de faire à Batoun. Je vous montre la topographie existante. Donc, c'est une topographie qui est très forte, une pente très forte. Et c'est sur le sommet de la colline. Donc, on voit les vues en bas, la vue vers la colline, vers la vallée et vers la mer. Et c'était un projet très difficile. Comment planter un projet, comment intégrer un projet dans ce site, parce qu'il est totalement couvert d'arbres et c'est une pente très très forte. Et l'accès au projet, au terrain, se fait par cette ruelle étroite qui arrive au coin ici. Donc, la pente la plus douce dans ce projet, dans ce terrain, en fait, c'était cette zone, là où il y a la zone rouge ici. Et l'idée chez nous, dans ce projet, c'est de maximiser la vue, de faire un geste qui est très simple, qui se pose simplement sur ce site, sans creuser et sans faire des gesticulations. Donc, le fait, il fallait ouvrir d'un seul coup sur la transparence, sur la mer et sur la vallée qui existait. En bas, la coupe, donc il y a un socle, une masse qui va abriter tout ce qui est bedrooms et chambres à coucher. Et le toit de cette masse, ça va être le salon et la réception. Et cette masse, elle va sortir en porte-à-faux. Donc, il n'y a pas de creusement dans ce site, aucun creusement. C'est des tirants verticales qui vont rentrer, qui vont être ancrés dans le sol. On a commencé déjà l'exécution de ça. Vous allez voir les images plus tard. Donc, comme je viens de dire, c'est une masse qui flotte en porte-à-faux. Le niveau bas, c'est le niveau bedroom, c'est le niveau haut, c'est la réception. Et là, où on voit le cercle bleu, c'est la piscine. Donc, quand on vient d'en haut, on voit juste cette piscine, et rien que ça.
Donc, on voit juste avec une réflexion d'eau entre la nature. Bon, ça c'est une coupe schématique qui montre le côté porte-à-faux de la masse de chambre à coucher en bas. Le toit de cette chambre, c'est la reception area, la piscine ici, et sous la piscine, le parking. Donc voilà en 3D, en plein masse, la rue qui descend de là. C'est une ruelle très étroite qui passe et qui tourne entre la résidence et entre la piscine. Donc elle descend et elle se cache, la voiture, elle descend, elle se cache derrière, en dessous de la piscine. On va voir ça plus tard. Donc cette structure, elle est divisée en deux parties. Une partie pour les parents, ici ce qu'on appelle wing, c'est pour les parents, et l'autre partie, c'est pour le propriétaire. Donc cette zone en haut, c'est la zone de réception, et la masse en bas, c'est la zone des chambres à coucher. On voit la piscine et tout le système de circulation qui tourne autour de cette piscine, avec la passerelle ici. Donc, ce toit devient le deck de la piscine, en fait. Il n'y a pas de creusement, il n'y a pas de terrassement dans ce projet, c'est simplement posé. On voit ici la route aussi qui descend, qui se cache comme si c'était une partie de cette maison. Donc, elle va animer, quand elle descend de la voiture, elle va animer cette maison. Ça devient une partie. C'est pas juste un garage mis à part. Bon, on a parlé de ça, donc le garage ici, le main house living area, le wing living area des parents, les chambres à coucher en bas pour les parents et pour le propriétaire. Voilà une image. Donc, la masse en bas, on l'a fait en une texture de béton strié pour pouvoir tourner cette surface d'une façon simple. Euh, Ça rappelle un peu l'architecture des ponts. Si vous voyez les ponts, c'est aussi en béton strié. Donc, c'est la même moule qu'on a utilisée ici. Le toit de cet objet, c'est les réceptions posées. Et ces réceptions sont couvertes par une plateforme qui flotte et qui va être en couleur blanche. Donc, ça va disparaître quelque part. On va voir ça aussi. La piscine avec tout le système de circulation et la route qui descend. Voilà l'approche à la maison. Donc, quand on vient d'en haut, on voit juste la piscine avec sa réflexion. Donc, c'est un point bleu dans la nature. On va tout de suite, on voit après juste le toit et qui est un peu plus bas. Donc, la piscine, c'est le premier plan qu'on voit. Et on voit comment le projet, il s'ouvre d'une façon simple vers la vallée, vers la mer, vers la Méditerranée, vers l'horizon. Donc, il n'y a pas de gesticulation, c'est totalement ouvert. On est au niveau des chambres à coucher ici. On voit la vue qui est cadrée à travers cette façade. Voilà la texture du béton strié. Donc, c'est une moule très simple. On va voir comment ça tourne d'une façon aussi simple. Il n'y a pas de défaut quand on fait ça. Donc, ça, c'est l'étage parking en bas. Et sur ça, on va mettre la piscine en haut. Donc, c'est le cercle de la piscine, en fait. Ce qui est intéressant dans cette texture, c'est que on pourra mettre des grimpantes plus tard. Donc, ça va être couvert de végétation tout entier. Donc, ça va aussi disparaître dans cette forêt, dans cette ambiance. Donc, elle se cache, elle s'encastre totalement. Voilà, ça, c'est la piscine en haut. C'est pas fini encore, avec la dalle suspendue qui flotte. La dalle, qui a la forme demi-cercle, qui flotte et qui est posée dans la nature et qui s'ouvre vers la mer. Une photo prise aujourd'hui. Donc, on commence à voir la piscine ici. On voit comment la rue qui vient d'en haut, c'est pas fait encore. On va la faire à la fin. Donc, la rue qui va descendre dans cette faille pour disparaître en bas et qui va, comme je viens de dire, être une partie de cette architecture. Donc, c'est un mouvement qu'on va utiliser dans cette architecture. On voit en bas l'espace nuit, la masse, qui est aussi strié, c'est du béton strié, le niveau salon et la dalle qui couvre tout ça.
Voilà la vue qui tend vers l'infini, vers la mer. De l'intérieur, donc c'est des structures métalliques. On a utilisé la structure métallique pour donner le maximum de transparence, parce que ça devient une structure de 18 cm, pas 18 cm dans ce cas, donc c'est totalement transparent quand c'est ouvert, et même quand c'est fermé. Les structures sont espacées de, si je me souviens bien, de 6 mètres, 6 mètres et demi chacune, donc c'est totalement transparent. Voilà la masse en bas, la masse des chambres à coucher, elle est sculptée, c'est une masse qui se sculpte peu à travers les escaliers, la lumière qui rentre à travers, le striage du béton, les couloirs, etc. Voilà, ici, on voit ici la masse des chambres qui flottent. On ne peut pas voir le porte-à-faux. C'est un porte-à-faux de 5 mètres, en fait, qui sort avec des structures ancrées. Donc, on voit la masse ici qui va être plus tard couverte de verdure, comme je viens de dire. Et en haut, c'est la zone de réception. Le toit qu'on voit ici, il va être totalement peint en blanc. Donc, on aura en plus de ça un porte-à-faux qui sort de 2 mètres et demi. Donc, ça va sortir dehors comme un capuchon, comme une protection. Et ça va être totalement couleur blanche. Et ça fond avec le ciel. On ne voit plus ça. Donc, en fin de compte, c'est une masse qui est couverte de verdure. La masse qui est en bas, elle va être couverte de verdure. Et le toit, il va être totalement blanc et qui fond. Donc, c'est une architecture qui est totalement intégrée dans son site. Voilà, je passe à un autre projet. C'est l'église de Saint-Charbel à Zakrit. Je montre un peu l'édifice existant. Donc, c'est une ancienne église qui est très monolithique et qui est ponctuée par des petites ouvertures, une petite porte qui est très basse et un clocher en haut. L'intérieur du projet, on voit la limestone, la pierre calcaire. Donc, c'est aussi un monolithe. Et on voit aussi à droite l'escalier qui mène de l'étage en bas vers le roof en haut. Donc, c'est un escalier posé entre deux murs très étroits. On passe d'une façon très difficile pour accéder en haut. Donc, pourquoi je montre ça? Parce qu'on va utiliser tous ces éléments plus tard dans l'architecture qu'on vient de faire, mais d'une autre façon. Donc, on va plus utiliser la pierre, on va utiliser juste les éléments, les ouvertures, les escaliers, le côté monolithique, etc. Donc, ça, c'est l'église existante. C'est une petite église qui était censée avoir juste quelques personnages, quelques personnes, plus ou moins 30 personnes. Et on était censé faire à côté un grand édifice de 600 personnes, donc 20 fois plus que l'ancienne, que la bâtisse ancienne. Donc la grande question, c'était comment faire ça sans tuer l'existante. L'intention donc dans ce projet, c'était de réduire l'impact de la façade principale en face de l'ancienne église, allant de 3 mètres à l'entrée jusqu'à 10 mètres du côté hôtel. Le côté hôtel, c'est le côté ouest derrière, et le côté devant, le côté entrée, c'est le côté est. En fait, c'est le contraire, excusez-moi. Ça, c'est l'est ici, le côté de l'entrée, et l'ouest derrière. Bon. Donc, comme je viens de dire, la façade, elle va monter de 3 mètres vers 10 mètres derrière, et ceci permet une expérience spatiale transcendante qu'on va voir plus tard, et qui est encore renforcée par un grand puits de lumière, ici, on va le voir aussi, au-dessus de l'hôtel, et qui infiltre et baigne l'espace par sa lumière divine à l'ouest l'après-midi. Donc, on voit ici, on a transformé la cinquième façade de l'église en une esplanade, en un gradin, un théâtre en plein air, et comme étant une continuité de la cour en bas. Donc, c'est la cinquième façade qui se révèle et qui donne l'importance à l'église nouvelle. Et les autres façades, ils sont réduites, on ne les voit plus. Donc, on a pu mettre, dans ce cas, l'église ancienne, on a pu lui donner une importance, en fait. Voilà, c'est plutôt un espace polyvalent parce que l'hôtel, il peut bouger. Il peut être derrière, comme c'est dessiné ici. Même il peut être au centre, à l'entrée ici, et tous les personnages, ils entourent ça, dans ce cas, voilà.
Et même, l'hôtel, il peut devenir en haut, ici. Donc, quand on s'assoit en haut, l'hôtel devient là. Donc, comme je viens de dire, c'est un espace polyvalent, l'église. Euh, le toit de cette église est conçu comme un amphithéâtre en plein air et qui descend en cascade vers l'édifice historique. Le gradin, qu'on voyait ici, il est suspendu entre deux squelettes monolithiques en béton lisse, ponctués par deux grands oliviers, de part et d'autre, et prêt à être recouvert d'une couche de grimpante. Donc, en fin de compte, ce qu'on va voir, c'est juste cet amphithéâtre en briques rouges, on va voir ça plus tard aussi, qui est suspendu entre deux masses vertes. Donc, il n'y a plus d'architecture, on ne voit plus le béton plus tard, c'est juste un gradin qui est suspendu entre deux masses vertes et comme étant une continuité de l'esplanade en bas. Donc voilà une coupe qui montre un peu l'ambiance et l'étendue de l'hôtel vers la cour extérieure. On voit aussi les gradins sur le toit, sur le roof. Ici, on voit la tour d'éclairage qui va baigner plus tard l'espace de l'hôtel en bas et qui va donner cette couleur du sunset plus tard. Par contre, à l'est, toute la lumière rentre à travers le croix qui existe là. On va parler de ça plus tard. Donc, comme je viens de dire, l'hôtel, il peut changer d'emplacement. Il peut être ici, sous la croix. Il peut être à l'entrée. Il peut être en haut même, pour le gradin. Donc, ça dépend. Voilà, en construction, on voit le côté monolithique du projet qui rappelle un peu aussi le monolithe ancien. Et les creusements dans ce monolithe pour faire planter l'olivier, etc. On voit aussi les escaliers qu'on a pris aussi de l'ancienne église qui montent de part et d'autre vers le roof, qui devient plus tard un gradin. La croix est gravée dans le mur de l'église, faisant hommage à notre cher Tadao Ando, et qui prépare l'église à un bain de lumière le matin. Cette lumière, cette forme de la croix, elle va s'imprimer l'avant-midi sur le toit incliné, et en même temps, elle va s'imprimer plus tard sur le sol. Les briques qui sont coulées en bas à l'église, donc dans l'église, on a fait ça. C'est des trucs simples, c'est des cadrages simples de 1 mètre par 2 mètres presque, en briques qu'on a fait et qu'on les a placés d'une façon simple sur les poutres remontées. Et c'est devenu plus tard le gradin, le théâtre. Donc, aussi, c'est une façon de prendre un élément de l'architecture traditionnelle, les toits inclinés, mais on l'a utilisé d'une façon nouvelle ici, dans ce cas. On voit le clocher ici. Le clocher, il est totalement en acier noir et qui va s'élever plus tard d'une façon indépendante entre l'ancien édifice en pierre et la nouvelle église en béton. Un clocher est inséré au milieu ici, on le voit. Donc, remarquez un peu la proportion et l'échelle du cercle par rapport à l'échelle humaine. Voilà le clocher qui se lève entre les deux édifices et le clocher au centre ici. L'église terminée. On a fait aujourd'hui les vitrailles, mais j'ai pas pris encore les photos. Donc, l'élément central qui devient l'entrée à l'église et qui est à la même hauteur en fait de l'église ancienne. La façade qui est basse ici et la façade qui monte vers l'arrière. La tour de lumière qui fait jaillir la lumière l'après-midi vers l'hôtel. Les oliviers qui rappellent aussi les arbres existantes dans la cour, donc comme si c'était une continuité de la cour. La matière du monolithe qui est totalement en béton brut et qui va être cachée plus tard par des grimpantes. Les escaliers qu'on a vus aussi qui montent ici et qui continuent sur le toit. Ok, on voit les deux monolithes ici, l'ancienne et la nouvelle.
de derrière, donc il est divisé en trois parties, l'édifice, parce que les structures déjà existaient avant. Il y a juste un espace polyvalent en bas et la structure existait déjà, donc on a pu prendre cette structure et la transformer en trois parties. Voilà la croix au centre, ici, sur le mur, elle est gravée. Il y a quelques semaines, on a pu mettre un voile qui va cacher cette croix. Et toute la lumière, elle va s'imprimer maintenant sur le voile ici. Donc, la lumière de la croix qui vient de l'Est, elle va s'imprimer. Et puis, le vitrail en haut aussi. À l'après-midi, la lumière vient à travers la tour en haut et ça va s'imprimer d'une façon vraiment magique sur ce rideau, sur ce voile. J'ai pas pu prendre les photos, mais je vais les prendre bientôt. Donc, voilà la lumière qui vient l'après-midi. Il commence à changer de couleur. Ça devient une couleur orangeâtre à partir de 5 heures. Et la lumière qui vient de l'est, l'avant-midi, on voit une partie de la croix qui s'imprime au sol ici. On voit la tour en haut, la tour de lumière. L'entrée principale qui peut s'ouvrir totalement et qui devient une continuité avec la cour existante. On voit les arbres dehors. C'est pourquoi on a planté aussi des arbres au toit, parce que ça devient une continuité, vraiment une continuité entre la plateforme existante, entre la cour existante et le toit. Donc on voit ici comment la baie vitrée et la porte vitrée, elles s'ouvrent totalement. Même la texture qui existait dehors, donc la couleur jaunâtre plutôt, qui existait à côté de l'édifice ancien, on l'a continué, donc c'est presque la même matière, c'est la même couleur jaune qui continue et rentre dans cette église. Voilà, on la voit ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'entrée, et comme je viens de dire, l'entrée est la même hauteur que l'édifice ancien. Et on voit la palette existante, les couleurs existantes. Donc, tout ce qu'on a utilisé comme matière, c'est le béton, l'acier, la vitre et la brique en haut. C'est tout. 3 à 4 matériaux. Voilà, on voit ici les éléments qui constituent la cour. Donc, le triangle en face, c'est l'espace qui mène vers la salle polyvalente en bas. La tour en béton en face aussi, c'est l'escalier. En fait, c'est l'ascenseur. Et la croix, elle est accrochée sur cet ascenseur, elle est fixée. Les trois parties de l'église, la partie centrale qui est l'entrée et les deux nefs latérales. Bon, on voit ici la palette des matériaux. On voit aussi comment l'église ancienne, elle s'imprime sur cette façade. Les gargouilles, en haut, qui mènent toute l'eau vers un puits en bas. Donc, tout l'eau qui vient du toit, elle descend vers un puits existant en bas. Les oliviers sur le toit, les briques qui sont posées sur les poutres remontées et qui forment la cascade de théâtre. La lumière qui vient à travers cette tour à l'ouest. Voilà la nuit. On a fait une petite installation en bougie ici. Donc, c'est une installation de lumière qui est posée sur le toit. De l'autre côté. Et voilà cette cascade qui descend vers l'église ancienne et qui met en relief cette église ancienne avec toute cette installation d'éclairage et de bougies. L'église vue d'en haut, donc on voit ici que, comme je viens de dire, c'est un espace polyvalent, donc les personnages, ils peuvent s'asseoir là où ils veulent. Ils peuvent être à l'extérieur, ils peuvent être à l'intérieur, même ils peuvent être sur le toit. Et la dernière photo, c'est ce cadre, comment encadrer et mettre en relief l'église ancienne. Voilà pour ce projet. Donc, je passe au dernier projet, c'est Amchit Residence. Aussi, c'est sur la côte maritime à Amchit. Il est là.
Et donc, il va relier le chemin existant, la route maritime, en fait, vers la mer. Voilà une image. Donc, la maison est conçue dans ce cas comme une superposition de ponts et de plateformes et qui cherche à maximiser cette relation avec la mer et l'horizon à travers sa composition horizontale. Donc, les matériaux, ce qu'on voit ici, c'est du bois, le teck de Burma. On l'a cherché de Burma, donc c'est un bois qui est reconnu pour sa durabilité et pour les constructions navales. On l'a utilisé ici. Je veux reculer un peu en arrière pour montrer comment ce projet il a commencé. Donc, il y avait une maison existante ici et l'espace, la parcelle, elle est très étroite. Donc, puisqu'elle est très étroite, si on fait les reculs de 4 mètres et demi par la loi ici, il nous reste juste 2 mètres au milieu. Donc, si on arrive à détruire cette bâtisse existante, on ne pourra plus construire dans ce cas. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est on a fait un permis pour renforcer la structure existante. Donc, le but, c'était pas de renforcer, le but, c'était d'enlever totalement. Mais on a commencé par renforcer cette structure existante par de l'acier métallique, et puis on l'a enlevé totalement, on a changé le projet. Donc, c'est une façon de jouer sur les lois libanaises, si vous voulez. Voilà. Donc, on voit les dalles ici, qui sont maintenues par un rythme de structure. Donc, ça, c'est le premier sketch qu'on a fait. Donc, ces dalles sont maintenues par un rythme de structure, on peut le voir ici, en acier minimal de 16 par 16 cm sur un module régulier de 2,5 mètres. Donc, chaque 2,5 mètres, on a pu mettre un petit acier, une petite colonne d'acier carré, de section carrée de 16 par 16 cm, de façon à donner cette légèreté à l'architecture. La plateforme supérieure, si je commence à montrer le programme du projet, donc la plateforme supérieure contient la chambre principale qui s'ouvre sur une piscine en longueur, à la longueur de 20 mètres, et une vaste terrasse ensoleillée. Ça, c'est en haut. La plateforme au milieu abrite 2 chambres à coucher et un salon familial. Enfin, le pont inférieur sert de zone de réception qui s'étend vers la mer à travers une piscine de débordement. On voit la piscine ici. On commence à voir aussi les escaliers. Donc, c'est tout un système de rampes et d'escaliers extérieurs qui tissent les 3 plateformes, formant une promenade extérieure à travers la maison. Donc, en plan, c'est un projet qui est très simple. La seule architecture dont on a construit vraiment, donc qui devient un espace intérieur, c'est ça. Donc, c'est à la place de l'architecture existante, que je viens de montrer avant. Donc, le basement floor, c'est pour la reception area, le salon, salle à manger et la kitchenette qui est ouverte, avec un escalier rapide qui monte là. Tout ce qui est derrière, c'est la partie technique, avec un gym qui s'ouvre vers la cour centrale ici. Et on commence à voir cette promenade architecturale qui va tisser le projet. Le niveau ground floor, c'est l'accessibilité piétons et voitures. Donc, les voitures, ils garent ici. Et on a créé 7 axes centrales pour toute la circulation piétonne qui s'ouvre à ce niveau. Et cet axe principal est mis en relief par ce vide ici. Donc, quand on rentre dans ce séjour familial, on voit à travers ce vide toute la zone réception en bas. Et ça donne cette vue aussi vers la mer. On va voir ça plus tard. Ça, c'est le niveau du deck en haut, le dernier deck, donc la master bedroom, avec tous ses chambres, la toilette et les walk-in closets et son séjour, etc. Et la piscine à la pool qui fait 20 mètres de longueur. Et cette pool, cette piscine, elle est trouée par des petites ouvertures. On va voir ça plus tard, comment la lumière, elle baigne cet espace. Donc, je commence par la structure ici. On montre le chantier, comment cette structure elle est espacée de 2 mètres et demi et qui donne cette transparence au projet. En fait, on a dû utiliser la structure métallique parce que, d'après expérience, on a vu que vraiment la structure métallique, elle dure, contrairement à ce qu'on dit, parce que si on utilise du béton, le béton, il va fissurer après un certain moment. Si on utilise de la pierre va changer même de couleur
après 1 an ou 2 ans, ça change de couleur. Par contre, si le métal il est bien protégé par une bonne couche de peinture, il va durer très longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que le métal il n'est pas touché, il n'a pas changé. Par contre, tout ce qui est stainless steel, aluminium, ça a commencé à rouiller. Donc voilà, on commence ici à voir les circulations et la promenade architecturale qui va relier les trois plateformes. On voit aussi un essai de bois ici, qu'on a cherché de Burma. C'est aussi un matériau résistant, comme je viens de dire. La piscine, c'est une longue histoire parce qu'à un certain moment, le bureau de contrôle nous a dit qu'il vaut mieux mettre une piscine en stainless steel. Ça, c'est la piscine qui est posée en dessus, sur le roof. Donc, c'est la piscine qui fait 2 mètres de largeur par 20 mètres de longueur. Donc, le bureau de contrôle, il a proposé de faire cette piscine en stainless steel parce que pour la corrosion, etc. Et ça va coûter 200 000 dollars. Donc, le client, il a rejeté ça. Il ne voulait plus faire de piscine. Alors, après ça, ce qu'on a proposé, c'est de faire cette piscine en fiberglass. Donc, on est parti, comme on fait les bateaux dorénavant. Donc, on a moulé ça avec ces canals d'eau tout autour. On peut les voir ici en coupe. Donc, c'est une piscine totalement moulée et totalement faite en fiberglass, comme les bateaux. Et même, on a dû trouer la surface de façon à faire rentrer la lumière à travers cette piscine. On va voir ça plus tard aussi. Ici, à droite, on commence à tester cette piscine et qui a fonctionné très bien, en fait. Et ça a coûté, en fin de compte, au lieu de 200 000 dollars, ça a coûté 20 000 dollars. Donc, c'est à bon prix. Et cette résine, cette fiberglass, elle dure longtemps, elle n'a pas de problème. Donc voilà, ici on voit l'architecture et cette horizontalité dans une pente qui est très douce, qui descend de la route maritime vers la mer. Donc c'est un projet qui est très bien intégré dans son site. Là, on est au niveau entrée, donc c'est la voiture qui gare ici, donc c'est tous les accès, l'accès piéton, l'accès véhiculaire, etc. La voiture, elle gare ici. Et ça, c'est l'axe dont je viens de parler, donc l'axe principal qui mène vers la maison. Et la lumière qui descend à travers la piscine. La piscine, elle est en dessus, ici. Et on voit aussi tout le système de promenade architecturale qui se passe à travers cet espace. En fait, ce qui est intéressant dans cet espace intermédiaire entre la rue et la mer, c'est la lumière qui est ici. Donc, le rythme de la structure et le decking en bois et le vide entre les deckings de bois crée une multiplicité de motifs d'ombre et de lumière dans ce cas, et qui varie en direction et en couleur toute la journée, et suivant la saison aussi, tout au long de la journée. Donc du matin vers l'après-midi, toute la lumière change et toute la couleur change, et les directions changent. Et ça rend la structure simple, qui est à la fois complexe et vivante. Excusez-moi. Voilà l'espace intérieur. On voit ici la palette de matériaux. Donc aussi, c'est une palette très réduite. On a utilisé les métals, comme on vient de dire, la transparence des vitres, le bois de Burma, qui se contraste bien avec l'existant. Et de l'autre côté, il y a du béton. Voilà. Donc, c'est les trois matériaux qui ont été utilisés. Ici, on est au niveau de la réception, du séjour familial, en fait, qui s'ouvre totalement vers la mer. Et ici, les deux chambres à coucher, de part et d'autre, autour du vide qui mène vers l'espace en bas. Voilà l'escalier à l'intérieur de la maison. C'est un escalier rapide qui mène de l'étage sous-sol vers l'étage master bedroom en haut. Et c'est un escalier qui flotte. Il est ancré juste sur un mur de béton brut et de l'autre côté, ça flotte totalement parce que c'est vitré. On est en face de l'axe principal, donc c'est la colonne vertébrale qui va gérer toutes les fonctions de la maison. Donc elle va séparer tout. On voit ici, elle sépare les deux chambres à coucher, une chambre d'un côté et l'autre chambre de l'autre côté. En face, il y a un deck qui sort en porte-à-faux. Et en bas, on va voir plus tard qu'elle va diviser l'espace salon de l'espace salle à manger.
Et ce qui est sympa, c'est que quand on ouvre la porte principale, la vue s'ouvre devant nous tout de suite. On est au niveau réception, en bas, donc le niveau du deck le plus bas. Ça, c'est le vide en haut dont on vient de voir maintenant. Donc ce vide, comme je viens de dire, il divise l'espace réception en deux, la zone de salle à manger et la zone de réception de l'autre côté. Et on commence à voir la verdure dehors, à l'extérieur, avec tout le système de circulation et de promenade qui se fait derrière. Et c'est totalement transparent de tous les côtés, en fait, et pas juste vers la mer. Donc, on est au niveau de la réception en bas, le salon, la salle à manger, le vide, la mer. Donc, ce pont inférieur sert de zone de réception qui s'étend vers la mer à travers une piscine. Voilà la piscine ici, on voit la piscine de débordement, je ne peux pas la voir bien. Bon, ça, c'est une vue dans l'axe que j'aime beaucoup. Donc, on se sent qu'on est vraiment sur la mer, que cette plateforme, elle est posée sur la mer. Donc, le but, c'est de célébrer cette horizontalité, l'horizon, la mer, et rien que ça. Tous ces baies vitrées, ils peuvent s'ouvrir totalement, et l'espace intérieur, il se joint à l'espace extérieur, donc il devient un seul espace. La master bedroom en haut, qui est aussi ouverte totalement des trois côtés. Ici, on est au niveau salle de bain, donc même la salle de bain, elle voit la mer, donc il n'y a plus de mur, il n'y a pas de mur, c'est totalement vitré. Même elle voit une partie du ciel ici par son éclairage zénithal. Voilà la vue du deck et de la piscine à débordement ici qui tend vers la mer. Les matériaux, le deck qui est totalement en bois. Et la réflexion de la mer sur les vitres, c'est sur les panneaux vitrés. Et la dernière photo ici que j'aime aussi, et ça montre un peu le mode de vie du client dans ce cas. Donc, ce qu'il fait lui-même, c'est sa master bedroom en face. Donc, il coulisse cette porte vitrée, il la coulisse, il plonge, il fait des longueurs dans la piscine, puis il court autour de cette maison sur ce deck. Donc, il fait des courses ici. Enfin, il prend son bain et il quitte à son travail. Voilà, je crois que c'est tout. Merci. J'espère que c'est pas trop tard. Vous êtes toujours là? No, we're still here. I think everyone's still here, and we're listening, and we're really enjoying. And you can see the reactions and the comments. Everybody's really enjoying the talk. It's such a moving talk and it's inspirational. And I think the description that I read in the beginning that describes the approach to design. It really, you really hit the nail on its head. Like in the projects, we noticed the way you play with the different parameters in the projects to create a moving project and that serves the client really well. So thank you so much for this presentation. Thank you. Thank you for listening. Now we're gonna move on to the questions. Okay, first of all, we have Fabian Dager. Good evening, Mr. Walid. Thank you for this amazing presentation. I always find inspiration in your work, and it is non-debatable that your projects have gained huge success. In your opinion, what determines the success of a project, and do you think that the chosen site plays a role in the success? Salut Fabien, ça va? Écoute, la réponse est simple. En fait, oui, ce que tu viens de dire, c'est juste. C'est l'histoire du lieu et le lieu existant par sa topographie, par sa flore, par sa ventilation, par son ensoleillement. Bien sûr, c'est une réponse directe au site. Donc, c'est pas un objet qui est parachuté et qui peut tomber n'importe où. Donc, il est connecté et il est ancré à ce site. Et ça, ce qui fait peut-être, à mon avis, la richesse spatiale de ce projet.
Donc, en fait, il faut trouver tous les paramètres. Si tu arrives à trouver tous les paramètres du lieu, Vous préférez la forme semi-circulaire dans le Jamous Residence? Pensez-vous que le projet aura excédé si c'était un projet rectangulaire? en fait, merci Antonella. La vue, elle était sur 180 degrés. Et c'est pourquoi on a fait ce demi-cercle qui tend vers la vue. Il voit toute la vue. Donc, si c'est rectangulaire, il voit juste en face. Il n'a pas il aura des façades latérales, mais qui sont réduites. Dans ce cas, est dû à la pente qui existait là-bas. Donc, la zone où on a travaillé, c'est une pente plutôt douce avant de tomber dans la pente qui est très forte. Et on a la vue à droite et à gauche. Donc, c'est une vue qui fait 180 degrés. Et d'où vient la forme de ce cercle? I also have a question regarding the same residence, since it's asked. Did you actually enclose, like, did you design some sort of an enclosure for the site? Like, is it controlled who can come in and who can go out? Is it closed, or is it an open space? No, it's an open place. No need to enclose it, and you will have a guardian above. Donc, tu auras un gardien en haut et il va contrôler tout le site. On peut pas. We cannot enclose all the site. It's a site of, if I remember well, it's about 30,000 square meters. Donc, ça ne marche pas. Tu as besoin de contrôler ça. All right. Okay, so we're going to move on to Joseph Nametanous. Comment pouvez-vous faire une balance entre le budget, l'avis du client et le concept tout en gardant cette bonne qualité? J'adore et merci pour cette présentation. Merci Joseph. En fait, ce qu'on demande avant de commencer, c'est vraiment le budget. On doit savoir ce que le client il veut dépenser sur ce projet et on travaille dépendant de ça. D'accord? Donc, s'il veut mettre, disons, $1 million sur un projet quelconque, on travaille tout le concept et les matériaux et les détails qui sont basés sur ça. Et on peut arriver, bien sûr, à faire un projet qui est excellent avec un budget qui est minime. Donc, on n'a pas besoin de $5 millions pour faire un beau projet. En fait, ce que je viens de montrer ici, le premier projet, celui de Tahan, c'est un projet qui a coûté $800 de mètre carré. Et pourtant, le concept de ce projet, il est intéressant. Donc, tu vois. Et puis, il y a les détails qui coûtent très cher. Si je te donne l'exemple de cette dernière villa à Amchit, c'est les détails qui sont très chers dans ce cas. Et ça, le mètre carré ici, ça a coûté $2 500 par mètre carré. Donc, parce que il y a la piscine qui est un peu compliquée. En fait, elle a coûté $20 000, c'est pas trop. Mais il y a tout le système d'éclairage qui est très cher dans ce projet. Donc, c'est ça ce qui fait toute la différence. Et c'est pas le concept. Okay, we're gonna move to Stéphanie Nasser. Dans le projet de Banque du Liban, pourquoi est-ce que la hauteur dépasse celle du bâtiment? Et est-ce qu'il y a une fonction publique sur le toit? Non, elle ne dépasse pas. C'est presque la même hauteur des bâtiments existants, parce que le bâtiment déjà existait. On ne l'a pas inventé. Donc la structure, elle existait déjà. Tout ce qu'on a fait, c'est un système de revêtement qui est devenu sismique et qui a révélé cette façade. C'est tout. Donc la hauteur était là. On n'a pas changé ça. Okay. We're gonna move to Cindy Hukayem. We can see that you sometimes go with unusual ways of thinking. Have you ever argued with your client, or do they cooperate with you, especially with the open spaces between interior, exterior, public and private spaces? Écoute, Cindy, quand on a commencé de travailler, donc quand on a commencé la vie professionnelle, c'était un peu dur de convaincre le client de ses idées, à ses idées. Mais peu à peu, quand on a commencé à mettre ces objets, à les faire vivre, donc les clients, ils ont vu ça, ils ont aimé ça.
Et ça devient de plus en plus simple aujourd'hui. Donc, quand un client vient chez nous, il sait ce qu'il veut. Il a vu notre portfolio et il sait ce qu'il veut. Donc, de plus en plus, ça devient plus simple. Okay. Now for Gayalto, our former vice president. Always inspiring. I really find that the way you make use of light, natural and artificial, highlight les folies architecturales that are usually only seen by the architect. And Marcel Achar, ok, on tend toujours à déterminer le succès d'un projet architectural en observant son usage à travers le temps. Avez-vous trouvé des surprises à ce niveau pendant votre parcours? Oui, bien sûr, on voit des surprises. Je donne l'exemple de cette villa, Amchit. Quand on a conçu le projet, on n'a pas pris trop en considération le changement de couleur qui se passe à l'intérieur de l'espace intermédiaire dont je viens de raconter l'histoire ici. En fait, quand on a vécu là-bas, quand on était sur place, le matin, le soir et l'après-midi, donc on a vu comment cette lumière, elle change et comment cette lumière, elle fait vivre cet espace. Et ça, c'était une surprise pour nous, une surprise positive. Donc oui, il y a cette petite surprise qui donne une importance au projet, bien sûr. Ok, moving on to Guy Name. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation enrichissante. Guy Name, étudiant en architecture et urban design à l'Alba. Dans un contexte de behind the scenes, vous avez présenté deux types de projets, des uns créés de zéro et des autres créés avec un travail sur l'existant directement, Amchit ou indirectement à l'église de Zikrid. Personnellement, quel type de projets sont montés plus facilement dans les coulisses en tant qu'approche au niveau design, satisfaire le client et vis-à-vis de la loi libanaise? Où est ce que les J'ai pas pu péripéties entendre la question. architecturales sont le plus permises? Sorry, but when J'ai pas pu people are entendre la typing, question. the Tu chat peux is répéter, moving. s'il te plaît, à la fin? Ok. Où est-ce que les péripéties architecturales sont les plus permises? Si j'ai bien compris la question, parce que j'arrive pas à t'écouter, à t'entendre ici. Guy, oui, c'est beaucoup plus facile de travailler from scratch, de travailler de zéro, bien sûr, parce que tu vas commencer par les paramètres existants dans le site et tu vas monter un projet de A à Z. Et ça va être en rapport avec les clients aussi. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus facile de faire ça. La contrainte dans les bâtisses existantes, c'est que il faut trouver une solution. Toujours, il y a un problème derrière ça. Et il faut trouver cette solution. Donc, c'est un peu plus difficile ici, mais quand tu te trouves cette solution, ça peut donner une esthétique intéressante à ce projet. Je ne sais pas si c'est bien entendu et compris ta question. C'est ça? Allô? I think you Good. asked. I think you replied to the actual question that he asked. Right. So I'm gonna move to we're gonna move to Joseph Al-Irani. Hello, Mr. Rantous. First, thank you for the presentation. I would like to ask you about Saint Charbel Church. Le gradin, was it necessary due to the importance of the Holy Altar? Le gradin était important, oui, c'était important parce que quand on a dû baisser la façade principale, ça a donné automatiquement ce plan incliné et qui est devenu en continuité avec l'esplanade existante, avec la cour existante. Donc, du fait d'avoir ça, ça a été logique d'utiliser ce toit et de le transformer en amphithéâtre, bien sûr. Et tu as vu comment utiliser cette brique pour faire cet amphithéâtre et comment on l'utilise durant les fêtes, etc. Oui, c'était un plus, bien sûr. Okay, Cindy again is asking another question. I love the way you rethink the vernacular, especially with the materials. How much is it important to experiment with different materials and products
And have you ever used a material that you regretted later on? And what is your favorite material that you ever used? Merci Cindy pour cette question. Je commence par la dernière question en fait. Le matériau que j'aime bien utiliser, c'est le métal. Et ça se voit très clairement dans les projets parce que le métal, ça donne plus de transparence, plus de légèreté, plus de porte-à-faux, etc. Et j'aime bien utiliser l'architecture traditionnelle comme étant une base pour nous et dont on peut utiliser des éléments de cette architecture traditionnelle et les transformer en une architecture contemporaine et pas juste à travers les matériaux. Donc les matériaux, ils peuvent changer, bien sûr. C'est pas nécessaire qu'on utilise les mêmes matériaux comme la pierre lourde qui est ancrée au sol. On peut utiliser d'autres matériaux. Comme on vient de voir à Tahan, on a utilisé la pierre en fait. Dans ce cas, la pierre, elle est devenue une dentelle. C'est plus une masse imposante dans le site, tu vois. Elle est devenue plus ou moins transparente, légère, etc. Donc oui, on peut transformer même les matières, utiliser de nouvelles technologies, pourquoi pas. All right. Moving on to Tarek Al-Aouji. Beaucoup de respect, votre travail est une inspiration, votre manœuvre avec le passé et présent, valeur, contexte, site, votre utilisation de meilleure façon de la nature et imagination de la vie des personnes avec le projet est fascinante. Trouvez-vous que votre approche de développement de concept en trouvant les paramètres du projet arrive à être systématisé pour être intégré en programme ordinateur pour être automatiquement généré? Écoute, Tarek, c'est un peu dur de faire générer un système dans l'architecture dans ce cas, parce que chaque projet, vraiment, c'est de la haute couture. Donc, on essaye de faire les détails de chaque projet tout seul. Il n'y a pas de copy-paste d'un projet à un autre. Donc, je crois que c'est un peu difficile de faire ça. Pourtant, on a essayé parce que ça réduit un peu le taux de travail, mais c'est toujours, pour faire un beau projet, il faut toujours faire une invention, pas au niveau du concept seul, mais au niveau des détails aussi. Okay, thank you. We're gonna move on to Gael Bazirji, our Middle East ambassador. Hello, thank you so much for this beautiful presentation. I hold questions from some members from the AIS Middle East members, asking if you are open or interested in doing a similar talk, but for students across the Middle East, namely Dubai. Again, thank you so much, super inspiring. So you're of course, the AIS members want you. Of course, it will be my pleasure. Sure. Okay. I'm moving on to Klaus Rohana. Bonsoir, Monsieur Rantous. Merci beaucoup pour votre présentation instruisante. J'admire bien l'intégration de chaque projet. Je m'intéresse sur la question de comment gérer l'impact du bâtiment sur le sol au bord de la mer, vu qu'une structure avancée doit être utilisée à cause de la nappe de l'eau dans le sol. C'est une question technique. Donc oui. la nappe de l'eau au niveau du sol, c'est pas nécessaire qu'on arrive à cette nappe. Donc tu n'as pas besoin de faire 2 ou 3 sous-sols pour arriver à cette nappe. On est en train de faire un autre projet juste à côté de Holiday Beach, au bord de la mer, et on a fait un parking de presque 5000 mètres carrés. On est descendu 2 étages de parking, il n'y avait pas cette nappe phréatique. Donc c'est à toi de voir elle est où la nappe phréatique et arrêter le projet juste avant. Et en fait, il y a une solution même. Si tu as envie, si tu as besoin de descendre plus, il y a plein de solutions pour enlever cette nappe phréatique. Okay. Now, moving on to George Sharbil Al-Hamsi. Hello, Mr. Walid. Thank you so much for this presentation. Really inspiring. I was wondering, as a future architect, and especially in these circumstances that we are living in as Lebanese citizens, what advice would you give us regarding the future of architecture in our country? There is always this dilemma going on, wondering if we should stay or leave, continue abroad. P.S. This is Elias Touma asking the question. Thank you. Truly, you are an inspiration.
Thank you, George. Écoute, George, c'est un long débat, ça, parce que c'est vrai qu'on est en train de passer dans une situation maintenant qui est un peu merdique, si je peux dire, mais je suis sûr que ça ne va pas durer. Donc, il faut toujours être optimiste là. Et on est dans le fond, ça c'est clair, mais je crois que ça va changer du jour au lendemain parce que c'est un petit pays et c'est un pays qui est très riche. Donc, aie confiance en toi et ne perds pas d'espoir, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette pandémie et dans cette situation de crise aujourd'hui, c'est qu'on a pu ouvrir vers l'extérieur. Donc, on essaye toujours de chercher et d'étendre notre travail vers l'extérieur et d'essayer de chercher du travail online. Donc, il y a un côté positif dans ce qui se passe, dans ce qui se passe là. Donc, reste optimiste, s'il te plaît. I think we all needed to hear that message coming from you. So I think we're gonna end it here. Thank you so much, Mr. Rantouz, for this very inspiring talk. Thank you so much. And it was really inspiring, and I think that I'm speaking on behalf of everyone. Like everyone had a very good reaction to this. And thank you all for joining us tonight. I hope that it was inspiring for you and it was enriched your insight on architecture and on design. And keep an eye on our Instagram account for more talks like these, for more events and activities. And thank you all for joining us, and have a good night. Thank you. Thank you, everybody. Hope I'll see you soon. Au revoir.